Ce soir, donc, on inaugure pour notre première itération des conférences d'auteurs, on inaugure la soirée avec Michael Gravel, qui en fait vient nous présenter son recueil sorti l'an passé, qui s'intitule Marelle et Discorde, publié chez Hashtag Éditeur, ou édition Hashtag. Tout d'abord, j'aimerais remercier évidemment la Ville de Gatineau pour son support et le Conseil des arts et lettres du Québec, qui en fait nous soutiennent dans nos activités. Donc, avant de débuter, en fait, Michael, bonsoir premièrement. Bonsoir, Jean-François. Merci. Tu seras bien sûr, tu vas voir que c'est une première fois que je l'ai fait, donc ça se peut que si je m'en fâche, je n'hésite pas ou quoi que ce soit. Si je parle trop rapidement, ce qui m'arrive fréquemment, n'hésite pas non plus. On va s'enferger ensemble parce que moi aussi, à la parole, là, je peux. Ça peut être un peu. Ça peut être sinueux. Ouais, exact. C'est bon. En fait, avant de débuter, est-ce que beaucoup de gens dans la salle qui ont lu le recueil de Michael, justement? Donc, je serai probablement un des seuls à l'avoir fait, malgré tout. Mais je crois que vous avez entendu parler quand même de toute façon, probablement de Michael et de son recueil. En fait, étant donné que pas tout le monde l'a lu, en fait, est-ce que tu pourrais en fait nous expliquer un peu rapidement ton parcours ou qui tu es avant même qu'on rentre dans le recueil? Je pense que ça va peut-être situer un peu les jetons pour qu'on puisse en parler. Mais donc, dans le fond, ton parcours rapidement, ce que j'ai pu lire, et bien sûr, en arrière de ton livre, tu as un parcours évidemment en art visuel. Tu as exposé à Montréal, tu as exposé ici aussi. Tu te consacres à l'écriture, ça je ne l'ai pas lu par exemple à l'arrière, là, mais tu te consacres à l'écriture depuis longtemps quand même. Ouais. Ce que j'avais lu dans le journal étudiant de l'UQAM, en fait, l'atelier. Je ne me trompe pas, c'est ça? Ah oui, il y a un article qui est Une entrevue publié que tu là-dedans. as donnée, oui, Ouais, oui. exact. Ouais. Donc, tu mentionnais que tes premiers essais d'écriture c'était dans un journal intime, il y a une vingtaine d'années environ. Ouais. Donc, Ouais. c'est ce que je sais, que c'est grosso modo un peu, on s'est parlé un petit peu avant aussi d'entrevue, mais juste pour resituer un petit peu la chose, si tu voulais te présenter ou un peu rapidement ton parcours. Oui, bien, mon parcours, c'est en effet le cas. Là. J'ai vraiment commencé à écrire avec des journaux intimes. J'en ai encore chez moi. Là. Je pense que j'en ai 5-6 là, que j'ai en stock là, dans un bac dans mon entrepôt. Sinon, mes études, j'ai fait tout d'abord un DEP en infographie. Après ça, j'ai travaillé en édition comme graphiste. Puis après, et je me suis inscrit à l'université en bande dessinée, puis majeur en bande dessinée, mineur en design graphique à l'Université du Québec en Outaouais. Puis, ouais, c'est à peu près ça. J'écris depuis que je suis tout petit, là, vraiment avec les journaux intimes, ça a commencé de même. En fait, c'est presque effrayant ce que je vais te dire, mais ça ressemble un peu à mon parcours. Ah ouais, hein? J'ai commencé un DEP en infographie, moi aussi. J'ai une majeure en bande dessinée, une mineure en design graphique. Ouais, on a eu cette discussion-là. Oui. J'ai aussi inauguré beaucoup trop de journal intime, mais surtout de dessin, carnet de dessin quand j'étais jeune aussi, qui dorment encore dans mes tiroirs de toute façon. Mais, OK, ouais. Mais, donc, c'est pour ça que j'ai senti une affinité malgré tout avec ton écriture d'ailleurs, là, mais, et aussi ton projet, qu'on y reviendra plus tard, mais ton projet projet de synthèse au bac, en fait, là, en bande dessinée. Donc, on vient de surveiller ton parcours, en fait, principalement. Je l'ai mentionné tantôt, mais j'y reviens. Dans l'atelier, l'entrevue que tu as donnée, justement, à l'UQAM, au journal, en fait, au journal étudiant, tu mentionnais, en fait, que ce recueil-là, tu l'aurais à peu près écrit entre 6 à 7 ans avant de réellement compléter le recueil comme tel? Ouais. Ouais, ça a vraiment été long. D'un, parce que j'avais pas confiance en mon écriture, pas du tout. Puis ça traînait dans mon laptop. Puis j'ai consacré un peu de temps ici et là. Des fois, je pense que j'ai été à un moment donné 1 an ou même 2 ans sans y toucher. Puis c'est ça, ça l'a traîné beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Fait que je l'ai soumis à quelques éditeurs. Je pense que j'ai soumis à 5 éditeurs. J'ai eu un refus, puis les autres, ils m'ont jamais répondu. Puis j'ai été accepté chez Hashtag. Chez Hashtag, ouais. Fait que mais quand même, 6 à 7 ans, c'est littéralement... donc, c'est presque toute ta vingtaine ou à peu près, pas tout à fait. Oui, carrément, ouais. Fait que c'est clairement une transition, une écriture de transition aussi probablement, une espèce de
t'as cheminé tout le long de ce 6 à 7 ans, forcément, veux pas. Ouais. T'as vécu énormément, on le voit, on n'a qu'à lire le recueil, on s'en rend compte, là. Mais on sent quand même que c'est un recueil de transition, de changement, un recueil de passage aussi, beaucoup. Mais, mais qu'est-ce qui t'a forcé? Parce que 6 à 7 ans, quand même, pour écrire, c'est pas tout le monde qui se consacrerait à un recueil de poésie, 6 à 7 ans. Oui, bien sûr, on peut nommer Gaston Miron, qui a fait ça toute sa vie, un seul recueil qui a toujours retouché. Mais la plupart des gens, 6 à 7 ans, c'est quand même assez long. Mais qu'est-ce qui t'a gardé à l'écriture principalement? J'imagine du fait que tu l'as fait déjà dès la jeunesse, puis c'est la chose qui faisait le plus de bien, probablement. Mhm. Ouais, Ouais. vraiment. Ouais, c'était une façon pour moi d'extérioriser mes émotions. Puis, ouais, c'est pas mal ça pourquoi j'écrivais à la base. Mais, excuse-moi, j'ai fucké up. C'est correct. Euh, C'est pas comme si je faisais Ta pas ça. question, c'était. Ben, en fait, c'est de savoir si. Qu'est-ce qui t'a maintenu à l'écriture pendant 6 à 7 ans sur ce recueil-là, en fait, principalement? OK. Ben, en fait, un de mes plus grands désirs dans la vie, c'était de publier. Ok, ouais. Puis, je savais que ça allait se passer un jour, mais comme je savais pas trop comment m'y prendre. Puis aussi, tu sais, vu que j'ai lu beaucoup de la poésie, entre autres, tu sais, je me comparais, puis j'étais comme, OK, ben, tu sais, moi aussi, je peux faire ça, puis Ah, ouais. Ouais, ouais. ce que j'ai à apporter dans le milieu littéraire, je pense que ça a sa place, là. Je pense que j'ai quelque chose. Fait que, non, c'est vraiment pour ça, là. En fait, si tu veux bien, qu'on s'attarde un petit peu à ton contenu, parce que là, on en parle depuis tantôt, mais avant d'arriver dans le contenu, j'irais plus sur le contenant de ton livre directement, comme OK. littéralement l'enveloppe, si on veut, la couverture et tout OK, ça. ouais. Évidemment, là, je te parle de deux gars en mineur de design graphique. Mais donc, moi, je trouve ça hyper important, généralement, le contenant. Ça informe énormément le contenu. Je trouve que puis souvent, je trouve que c'est un truc qui est négligé en édition. Je parle auto-édition principalement. Les maisons d'édition ont souvent une ligne directrice, une ligne éditoriale, même pour le graphisme. Mais principalement, est-ce qu'on t'a impliqué dans la réalisation? C'est principalement plus la maison d'édition qui a décidé ce qui serait, mettons, sur la couverture. C'est littéralement la maison d'édition qui a décidé de faire visuellement le rendu graphique de tout ça. Ils m'ont demandé mon avis. Je leur ai dit à peu près où je voulais aller. Oui. Puis, sais-tu, c'était vraiment pas ça que j'ai suggéré, honnêtement. Oui. Mais parce que, en fait, là, j'avais en tête de mettre un jeu de marelle Oui. sur ma couverture, mais c'est qu'il y avait déjà un livre aux éditions Hashtag qui était publié, il y en avait un dessus. Fait que dans ma tête, j'étais comme, ils vont sûrement pas en mettre un deuxième, tu sais. Surtout que s'il y a aussi un recueil de poésie, puis que le catalogue de Hashtag en poésie, tu sais, ça fait pas longtemps que la maison existe, donc je me suis dit, ils vont pas en mettre un autre. Puis finalement, Daniel Ursach, je sais pas si je prononce son nom de famille. Ouais, moi, c'est faut. écrit comme ça, du moins. Là, je l'aurais prononcé comme ça, moi aussi, là, mais oui. Puis non, c'est ça, il est sorti de ça, puis j'étais comme, wow, c'est parfait, le petit personnage en jeu de marelle, là, Oui. avec le sang sang qui sort. Là, je trouvais ça vraiment ingénieux. Ouais. Je le mentionne en fait parce que ton recueil, techniquement, est en 2 chapitres. Mm-hmm. Évidemment, en fait, je vais vous le dire, c'est quand je parlais de cette idée de passage, évidemment, l'idée de passer du monde de l'enfance à l'adulte. Il y a d'autres thématiques, on y reviendra un petit peu plus en détail tantôt, mais il y a beaucoup cette question de franchir des seuils, de franchir des rites de passage finalement. Puis donc, ces 2 chapitres-là, il y a littéralement le premier qui fait plus de lien avec l'enfance. Ouais. Puis le deuxième, plus avec ton monde vers l'adolescence, vers l'adulte, Ouais. un peu plus. Puis donc, il y a littéralement une dualité ou une binarité entre ces 2 trucs-là. La couverture aussi est littéralement coupée par le bandeau, ce qui donne ton nom. Et le titre du livre. Fait on a vraiment 2 sections qui se retrouvent là. Mais donc, c'est juste moi qui trouve ça parfait parce que c'est exactement ce que j'ai pu constater à l'intérieur. Puis c'est aussi Marel et Discord, donc deux trucs comme tels. Enfance, j'imagine Discord et le monde adulte, ou la Discord avec l'enfance, là. Je sais pas Un si peu tout ça, ouais. Ben, en fait, la Discord, c'était plus pour représenter tout ce que j'ai vécu en tant qu'adulte. Puis Marel, oui, c'est
un symbole qu'on associe vraiment à l'enfance, là. Tout à fait. C'est exactement ça. Mais donc, c'est juste pour dire que, tu sais, souvent, mais je trouve que ça informe déjà très bien. Donc, autrement dit, le travail est bien fait chez Hashtag. Je trouve que ça informe quand même très bien ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Puis bon, évidemment, poésie, immédiatement, c'est écrit. Parce que ça semble anodin, mais j'ai souvent tombé sur des livres qui ne sont pas nécessairement écrits. Mais c'est plus en auto-édition, généralement, qu'on va faire ça. Moi, le premier. C'est important de bien indiquer les choses. Selon moi, en tout cas, mais peu importe. Donc, maintenant, on s'est tardé un petit peu plus à tout ça. En fait, c'est la relation que tu as. En fait, la ligne éditrice de Hashtag est assez libre, j'imagine. C'est principalement. Est assez libre, mais j'ai eu des petits. On m'a mis un peu les freins sur quelques trucs, là. Ouais. Il y avait des termes ou des trucs religieux que j'ai pas pu mettre nécessairement dans le recueil. Mais en soi, là, non, ils m'ont vraiment accordé une belle liberté. Puis je suis vraiment satisfait du travail éditorial que j'ai fait avec Félicia, puis Miruna Tarko. Non, pour vrai, je suis comme si je le avec un certain recul, là, je le vois la différence entre le manuscrit initial puis le produit fini, le travail qui a été fait. Puis je suis vraiment satisfait là, des changements qu'on a faits là. Ouais. Ben, en fait, on va y aller. Enfin, dans le recueil, tu débutes, puis je le dis, en fait, tu débutes littéralement avec une citation de Sarah Kane. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Sarah Kane, une auteure de théâtre anglais, les années 90, encore maintenant, mais les années 90, a fait ce qu'on appelle le théâtre in your face. Donc, c'est un théâtre qui voulait provoquer. C'est un théâtre, et maintenant, je vais prendre ma feuille. C'est un théâtre, en fait. Donc, il y a une citation de Sarah Kane, c'est un théâtre un peu elle utilise un langage de l'ambivalence qui transgresse les codes binaires. Donc, il y a une question de liminalité. Pour ceux qui connaîtraient, là, donc une question de liminalité. Donc, je reviens à ce que je disais, les rites de passage, les seuils à franchir, donc les transitions. Liminalité dans le sens que, ou liminarité, mais liminalité, on l'applique souvent pour les gens handicapés. Principalement, c'est les gens qui sont en flottement dans une société où l'infrastructure sociale ne les récupère pas. Mais exemple, si on va dans un musée, bien, tout d'un coup, là, on les reprend en charge. Mais de se rendre jusqu'au musée, oui, par des façons, mais c'est les gens laissés en marge, littéralement. Donc, je trouve que ton écriture comme telle, évidemment, relève beaucoup de ça, forcément. Beaucoup, c'est cette thématique-là de la marge. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as une citation de Sarah Kane dès le début, puis tu as deux autres citations à la deuxième partie qui sont, à ce moment-là, Orage sur mon corps d'André Belland, et aussi de Nelly Arcan, Putain. Donc, on commence une citation Angleterre, puis on poursuit avec deux citations québécoises. Puis d'ailleurs, une qui est vraiment, en 1944, faite jaser par André Belland comme publication, censure et tout ça. Mais donc, on sent que tu prends vraiment tu prends les écrits de la marginalité, les écrivains de la marginalité. Et c'est, encore une fois, je trouve que ça plante bien le décor pour qui tu es, pour ce qu'il y a aussi à l'intérieur. Mais littéralement, tes premiers mots sont quelqu'un d'autre. Ça, c'est intéressant parce que dans tout le long de ton roman, je trouve que tu as comme... On sent que des fois que tu t'appartiens pas nécessairement. On dirait que tu te regardes à la troisième personne. Puis je trouve que déjà d'entrée de jeu, quand tu nous sors 4h48 Psychose, ben déjà, il y a ce côté-là où on sait que ça ira pas très bien déjà en partant, mais on sait qu'on va assister à une descente quelconque aux enfers ou un passage obligé du moins. Tu sais. Ouais, ben 448, c'est vraiment... Psychose, c'est mon livre préféré, en fait. Là. Puis Sarah Kane aussi, c'est mon autrice favorite. Dans le fond, quand j'ai lu, je pense que j'ai lu tous ses livres, mais 448, là, ça a été vraiment là, une claque d'en face, là, si je peux dire. Là, pour moi, là, ça a été vraiment une révélation. C'était comme, OK, je peux faire des trucs de même, tu sais, vraiment m'éclater avec la forme, puis dire des trucs qui provoquent, des trucs qui sont crus. Puis aussi, André Belland, Orage sur mon corps. C'est un livre qui est disponible nulle part, en fait. Moi, c'est un ami qui me l'avait prêté. Il l'avait loué de la bibliothèque de l'UDEM. Puis j'ai lu ça, puis j'étais comme, c'est tellement beau. C'est la poésie, là, tout ce qu'il raconte là-dedans, c'est super riche. Puis je trouve que c'est un livre qui devrait être réédité.
Il y a vraiment un beau témoignage là, dans le livre. C'est fou parce que ce genre c'est en 44, il s'est sorti de façon, mais même encore aujourd'hui, cette espèce de danger qu'on donne à un texte, en fait, de ce genre-là. Je ne sais pas si c'est un danger à ce moment-ci, mais à l'époque, du moins, il y a eu littéralement de la vraie censure dans le texte qui a été réécrit, mais il y avait aussi une espèce de mise à l'index, si on veut, si je ne me trompe pas, par Gérard Tessier. Genre en 55, il y avait un petit livre qui s'appelait Face à l'imprimé obscène. Puis là-dedans, je le sais parce que moi c'était pour la bande dessinée, mais il y avait comme au moins 600 numéros qui se retrouvaient là-dedans. Ah, OK. Mais il y avait la littérature aussi, tu sais, genre Jean-Charles, les demi-civilisés. Fait que donc André Belland, c'est un peu ce principe-là aussi, mais c'est juste que, moi je me rappelle quand je te le dis comme ça, mais plus jeune, j'avais lu en fait Michel Tremblay, qui est Un ange couronné avec des ailes de tôle. Puis dedans, il fait le mention qu'il n'arrive pas à emprunter à la bibliothèque André Belland parce qu'on lui refuse. Il n'a pas 18 ans. Ça m'avait frappé. Puis là, j'avais eu mon premier contact de mise à l'index. Donc, je me demandais juste si toi, t'as-tu eu ce sentiment? Bien, déjà, André Belland, ça t'a pris du temps avant de le lire, j'imagine, avant d'avoir accès à ce livre-là? Ou ça a été un addon. Ça a été un addon. J'ai un ami qui fait une maîtrise là, sur la littérature homosexuelle, entre autres. Ouais. Puis, c'est un livre qu'il a lu pour écrire son mémoire, puis qui a vraiment fait beaucoup de travail puis de recherche sur ce livre-là. Puis, on en parlait, il me l'a prêté. Ça a été vraiment comme ça. Là. Je ne connaissais pas l'auteur. L'amour littéralement. Plus, vraiment, pour vrai. Là. Puis juste le titre, là, c'est comme Orage sur mon corps. Ça fait tellement comme... Ouais. Ça te pogne en dedans, là. Non, vraiment, c'est un livre exemplaire. Oui, ça fonctionne super bien. Même moi, à l'époque, quand j'avais lu Orage sur mon corps, je me disais, mais quel beau titre. Puis je ne l'ai jamais lu. Mais je me rappelle que ça m'avait fait une espèce de sentiment de... Je me sens comme ça à l'adolescence. Ou à peu près, malgré tout, qu'on soit, peu importe peu importe quelle identité qu'on prend finalement, je pense que ça parle en général. Puis c'était les extraits que j'ai pu lire, entre autres, sur Internet, principalement parce que je ne l'ai pas lu, c'est quand même, je veux dire, c'est pas frontal non plus comme littérature. Là. Évidemment, c'est plus poétique qu'autre chose, comme approche, là, pour arriver à comprendre un peu plus ce qui est dit dans le livre, soit du moins la version que j'ai pu lire. Là. J'hallucine, ça se peut. Non, le texte est construit d'une façon très poétique, mais je veux dire, dans l'ensemble, il y a vraiment un fil conducteur, là, puis on saisit bien l'essence. Là. OK, fait, je le dis. Non, pour vrai, ouais. Il y a une belle linéarité là, dans le livre. OK, ben donc, du moins, dans le fond, là, vu qu'on est un petit peu sur le sujet de tes influences principalement en écriture, évidemment, il y a sûrement Sarah Kane. Ouais. Sûrement ces deux autres auteurs-là aussi qu'on vient de mentionner. Ben Nelly Arcan, tu vois, j'arrive pas à la lire. Ah oui? J'ai de la misère. J'ai essayé plein de fois. Je trouve ça... je pense que aussi son niveau de langage est plus élevé que le mien. Là. Je trouve ça ardu. Puis aussi, c'est dense, c'est lourd, c'est vraiment déprimant. Oui, épuisant. Oui, ouais, vraiment. Puis tout ce qu'elle raconte là, sur comme les femmes, puis comment elle se traite dans son livre, ça vient trop me chercher. Je ne suis pas en mesure de finir les livres. Mais je sais qu'elle a vraiment influencé beaucoup de gens, puis qu'elle a... il y a beaucoup de gens qui apprécient son travail, puis qu'elle a vraiment apporté quelque chose à la littérature québécoise. Puis je trouvais ça important parce qu'elle a un vécu un peu similaire au mien. Fait que je pense que c'est ça. Je trouvais ça important de lui accorder une petite place là, dans tout ça. Effectivement, parce que ma grande surprise, quand je lisais le deuxième chapitre, c'était quand même mentionné. Mais ma grande surprise, c'est de rentrer littéralement par la poésie dans le monde de la prostitution. Mais avec des images super fortes, forcément en fait, parce que l'image comme telle est super forte aussi. Mais je veux dire, tu manies hyper bien, je pourrais donner des citations, mais il y a des phrases assassines comme... on va y aller, excuse-moi. Il y a des phrases vraiment hyper assassines où ce que tu parles justement du monde adulte versus... Tu te sens comme un enfant dans ton corps, puis dans un monde adulte. J'ai l'impression, du moins, ce que moi j'en perçois. Là. Mais tu sais, moi, c'est celle-là ici, excuse-moi. Je vais aller... Non, c'est pas ça. Excusez-moi. 53.
Donc, je vous lis rapidement. Je ne vends pas de punch, inquiétez-vous pas. Donc, c'est « Je travestis mes poils de nylon pour une rencontre décisive cette nuit. J'arrive à l'hôtel et il me dit que je ferai l'affaire avec un peu de soin. Je commence samedi prochain. J'astiquerai la verge de tous les hommes ternis par leur quotidien vortex. Ce sera un atout pour mes notes de chevet. J'aurai enfin l'air d'avoir une vie. » Les phrases comme « J'astiquerai la verge de tous les hommes ternis par leur quotidien vortex », cette espèce de... Tu donnes presque un rôle de... c'est Boris Vian, en fait, qui en parle. C'est, dans l'Arrache-cœur, c'est... Le personnage s'appelle La Gloire, mais dans la religion catholique, il y a ce qu'on appelle un sin eater, une personne qui mange les péchés pour faire expier les gens en général. Puis tu prends littéralement l'espèce de les hommes qui n'osent pas avouer leur fantasme ou quoi que ce soit, mais de leur vie ternie, mais techniquement tu les astiques. Astiquer, c'est généralement rendre beau, bien sûr. Là. Ouais. Fait que tout d'un coup, comme tu leur enlèves je vais désolé de le dire, mais cette saleté. Puis tu prends sur toi, genre, ces espèces de péchés de ces personnes-là, ou quoi que ce soit, ou leurs envies qui n'osent pas assouvir. Mais ce côté-là, genre, pour une personne dans la vingtaine, j'imagine que c'était dans la vingtaine que ça s'est passé aussi. Ou... Ouais, ben 19. Ah oui. Je pense que j'ai commencé à me prostituer, j'avais 19 ans. Là. Fait que, en plus, c'est ça, ce constat-là, où tu es encore un adolescent, mais tu es sur le point d'être un adulte, mais il n'en manque pas beaucoup. Mais c'est ça, ce passage-là, ce passage entre les deux états qui m'a vraiment sidéré, mais vraiment, littéralement, dans ton texte comme tel, c'est que j'ai l'impression que quand tu fais ce métier-là, tu fais que redonner genre de... Ben, pas nécessairement ce qui arrive des trucs, mais tu fais que redonner genre l'espèce de... Tu prends toute la noirceur, mais tu redonnes simplement de la lumière à ces gens-là, finalement. Oui, puis, tu sais, je vais expliquer un peu le scénario de ce qui se produisait à cette époque-là. Dans le fond, j'ai longtemps douté de mon identité sexuelle. Je pensais que j'étais une fille à un certain moment. Donc, je m'habillais en fille. Puis, j'ai côtoyé des gens qui faisaient ce métier-là, qui se prostituaient. Puis, à cette époque-là, j'avais pas d'argent. J'étais vraiment comme dans un impasse. Fait que je pense que j'ai vraiment vu ça comme une solution rapide pour faire du fric. Puis, non, c'est ça. Dans le fond, je me prostituais. Les gens pensaient que j'étais... c'est vraiment un mot dégueulasse, mais pensaient que j'étais comme une she-male. Ah oui. Puis, dans le fond, on me payait pour être une fille avec un pénis. Puis, je sais que, tu sais, en ayant côtoyé des gens qui fantasment là-dessus, des hommes, il y en a vraiment beaucoup d'hommes qui fantasment là-dessus. Puis, personne n'en parle. Puis, je veux dire, les hommes ressentent une certaine honte face à ça, parce que c'est un pénis, mais c'est assez présent là, dans notre société. Fait que oui, je sais pas, je m'en allais avec ça. Ben, en fait, je parlais juste du principe que tu semblais prendre la noirceur de tout le monde sur ton dos, en fait. Donc, le sort de tout le monde sur tes épaules, finalement. Oui, bien, c'est ça, exact. Tu sais, je savais que c'est un peu bizarre à dire, mais je savais que je leur faisais du bien d'une certaine façon. Puis il y en avait aussi beaucoup qui s'ouvraient à moi, puis qui me racontaient des affaires ou qui... il y a même un client, à un moment donné, là, je le raconte à un moment dans mon... Je ne sais pas si c'est dans ce livre-là ou dans mon projet synthèse, parce que les deux se ressemblent. Là, je veux dire, dans le fond, là, la grosse différence, c'est que celui-là, j'aborde un tout petit peu l'enfance. Je parle de prostitution comme le reste du livre. Fait que c'est vraiment plus axé sur la prostitution. Puis celui-là, j'en parle aussi, mais c'est vraiment plus... Je vais en détail un peu plus dans mon enfance. Puis aussi, je parle d'une relation dysfonctionnelle que j'ai vécue, une relation amoureuse. Mais pour en revenir à ce que je disais, là, je pense que c'est dans lui. Donc, lui, sans question, c'est à la queue leu-leu qu'on dit, qui est le projet synthèse au bac. C'est-tu dans celui-là ou dans... Ah oui, on retrouve la fameuse plante, j'ai oublié le nom que tu mentionnes dans ton dernier recueil aussi, d'ailleurs. Ah, je ne sais plus, mais en tout cas, dans un des deux, j'en parle un peu, là. Un moment donné, je suis allé chez un client, puis dans le fond, il s'est servi de moi pour faire son coming out à sa blonde. Ah oui.
Euh, Je sais, noté. c'est vraiment D'abord, bizarre. je pense. C'est vraiment bizarre parce que je suis arrivé là, puis je le sentais nerveux, tu sais, je veux dire, puis comme tu sais, je voyais son environnement autour, puis je savais qu'il y avait une blonde parce que je voyais des objets féminins, puis tout ça. Puis, tu sais, je me suis dit, ah, tu sais, j'ai pas pensé au fait que comme sa blonde a. Parce que là, oui, je vous le dis, mais sa blonde est arrivée pendant qu'on qu'on s'adonnait à certaines affaires, puis là, avec du recul, comme je pense que ça m'a pris peut-être une semaine ou quelques jours même. J'étais chez moi, puis j'étais comme, ça se peut-tu qu'il se soit servi de moi pour annoncer à sa blonde qu'il soit qu'il était homosexuel ou, tu sais, je pense qu'il voulait vraiment comme terminer cette relation-là. Puis, tu sais, je veux dire, comment je fonctionnais, c'est que je publiais des annonces sur Internet. Puis, tu sais, j'avais encore son numéro de téléphone dans mon cellulaire. Fait que je l'ai texté pour aller valider, puis il me dit que oui. Que mon édition là, avait été bonne. Là. Fait que c'est vraiment ça qui est arrivé. Là, Fait que ça rajoute exactement ce que je te disais. Tu prends Ouais. tu prends la noirceur de tout le monde. Exact, ouais. Pour leur. Wow. Ouais. Ben, pas wow, là, mais. mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez évident dans le recueil, mais c'est qu'on le ressent tellement puissamment. Puis il y a des phrases, comme je te disais, pour moi, sont assassines. C'est pas des haïkus, mais c'est juste assez. C'est bien. Puis pourtant, c'est bien fait, c'est concis, alors qu'il y a quelques fois où tu as vraiment des textes qui sont plus longs, vraiment, c'est pas un roman, mais qui se rapprocheraient un peu plus d'un roman, à la limite, là, tu sais. Et je sais très bien, si on en a parlé, mais que éventuellement, j'imagine que tu vas aller vers le roman, que tu vas poursuivre un peu plus loin. J'imagine que la poésie va toujours demeurer tout de même. Oui, ben oui, ouais, non, certainement. Mais puis même, tu sais, dans l'écriture d'un roman, je veux accorder une place à la poésie. Là. Je pense que c'est vraiment essentiel. Surtout parce que j'aborde des sujets tellement crus que, tu sais, je veux dire, c'est une façon d'alléger un peu les choses, puis de rendre les images encore plus fortes. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose aussi que je recherche, moi, quand je lis un livre. Quand c'est pas poétique, ça vient pas me chercher, puis je deviens un peu comme blasé. Ben pas blasé, mais comme désintéressé. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Oui, je suis en train d'écrire un roman en ce moment. À suivre. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est en cours. Mais donc, est-ce que évidemment, vu que tu avais un journal intime, la forme romanesque, en tout cas, du moins, t'en faisais déjà à peu près, un peu, du moins, non? Oui, c'est vrai, vu de même. Mais est-ce que tu sens une grande différence d'écriture? Évidemment, c'est pas la même forme, là, mais est-ce que tu sens une grande différence d'écriture dans les thèmes? Comme est-ce que tu as l'impression que ce que tu écris en recueil ici, comme tu viens de le mentionner, si tu le sortais en roman, ça serait peut-être. Il y aurait trop à décrire pour arriver au même résultat, probablement. Là. Mais est-ce que tu sens que. Est-ce que tu choisis en fonction de ça? Genre, est-ce qu'il y a des sujets que tu te rends compte que tu devras les mettre, mettons, nécessairement en poésie plutôt qu'en roman, ou tu. Pas tellement, non. Je pense que ça va être vraiment comme sur le coup, là, selon mon émotion. Mais dans le fond, là, j'ai un plan dans ma tête auquel je veux m'appuyer pour écrire le roman. Mais c'est sûr que la poésie va avoir une place dans le livre. Là. OK, oui. Mais tu te dis pas, mettons, tu pars pas nécessairement. Fait que tu as un plan quand même. Fait que tu pars pas nécessairement en écriture, puis tu te rends compte au fil de l'écriture que finalement, ça va être un poème ou ça sera un roman, ou à la limite même du théâtre. Parce que je te dis ça par expérience. Moi, ça m'arrivait tellement souvent de commencer quelque chose, de le terminer en me disant non, c'est pas la bonne forme. Puis de recommencer autre chose, puis de me rendre compte que finalement, je parlais de la même affaire, mais simplement dans une autre forme. Okay. Mais que ce que j'avais à dire était plus fort que simplement le contenant, finalement. Fait que ça me t'arrive souvent de chercher longtemps quelle forme ça devrait avoir quand je te parlais. OK. Et pour l'instant, j'ai pas ce souci-là de me casser la tête avec la forme. Je fais juste écrire. Puis tu sais, je sais que mon but à la fin, c'est de publier un roman. Fait que nécessairement, je suis comme influencé un peu par ça. Fait que je pense que ça va. C'est aussi ça. Oui. C'est mon côté trop formaliste. C'est trop dur sur toi-même. Non, même pas. Non. C'est juste que j'aime tellement la forme, j'aime tellement les objets comme tels. Puis après ça, j'aime ça les remplir. Mais des fois, il y a des objets que je trouve parfaits de même sans rien. Fait que ce qui fait que je passe à un autre projet, tu sais. OK. C'est ça, je veux dire. C'est dans le sens que
c'est pour ça que souvent, je vais passer d'un format à l'autre, ou d'une forme à l'autre, pardon. Ouais, ben moi Mais, aussi, je suis comme ça. Tu vois, j'ai publié un recueil de poésie, puis aussi, là, j'ai terminé d'écrire un scénario de livre jeunesse, oh! qui est complètement à l'opposé de ce Ouais. que j'ai publié, dans le fond. Puis ce que je trouvais beau là-dedans, c'est que c'était une façon pour moi comme de- d'un peu renouer avec l'enfant à l'intérieur de moi, puis aussi de sortir de ma tête, puis de mes troubles, puis de mes traumas, puis tu sais, d'écrire quelque chose de cute, puis de plus léger, de plus... tu sais, je veux dire, c'est quand même... ça va quand même être publié pour les enfants. En tout cas, j'espère que ça va être publié un jour. J'ai commencé le travail là, d'approcher des éditeurs. Mais ouais, non, c'est ça, moi aussi, là, je bifurque un peu entre les formes puis les styles. Mais en général, là, Mais, c'est ça, j'essaie d'être discipliné puis de me dire, OK, tu sais, j'écris un roman, là, c'est vraiment cette forme-là que ça va avoir. Puis quand j'écris, là, je m'arrange pour que tu sais, ça s'adapte ouais. plus au... Mais c'est intéressant parce que le fait que tu reviennes, parce qu'en fait, tu revisites un peu le monde de l'enfance, mais maintenant en tant qu'adulte, avec tout ce que tu as vécu, puis en sachant maintenant que tu t'adresses à un autre genre de public aussi. Mais j'imagine que dans tout le giron poésie, roman, littérature jeunesse, tu couvres pas mal d'assises que tu as probablement faites dans tes journaux, tes journaux d'intime quand tu étais jeune, que tu as fait au bac aussi. J'imagine que tu ferais les dessins aussi, probablement, pour les enfants. Ou non. Je me souviens que j'étais pas certain. Oui, je me souviens, c'est vrai. C'est parce que je trouve tellement que mon histoire va au-delà de mes capacités en dessin. Ouais. Parce que moi, ce que j'aime faire en dessin, ça se rapporte pas nécessairement au livre jeunesse. Moi, je préfère faire des projets qui sont courts en illustration. Je veux dire, faire un dessin pour une couverture de livre, faire un dessin pour une affiche. Développer un style pour des personnages, développer un style pour reprendre des décors, reprendre le personnage. Toujours. C'est ça, c'est tellement complexe et trop ardu pour mes capacités en dessin actuellement. Peut-être qu'un jour, je vais être rendu bon et que je vais pouvoir faire ça, mais surtout avec les termes qui sont dans le livre que j'ai écrit, je me vois pas l'illustrer, non, vraiment pas. Oui, c'est bon. Oui, parce que, tu sais, en fait, hors caméra, je lui ai demandé si... parce qu'en fait, Marel et Discord, je me demandais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas nécessairement... En fait, je sais pourquoi il n'y aurait pas de dessin. Là. On s'entend, la thématique est trop lourde, mais je voyais quand même la possibilité, étant donné qu'à la queue leu ça rapprochait un petit peu de cette forme-là. Mais là, c'est vraiment un recueil de poésie. Donc, je me demandais si le dessin pourrait venir alimenter autrement sans être de la bande dessinée. Donc, du texte plus légendé qu'un poème en dessous, quoi que ce soit. Mais finalement, c'est ce que tu m'avais répondu, que le dessin plus ou moins, contraignant énormément, évidemment, le format bande dessinée, ce qui est le cas. Mais c'est dans cette idée, dans le fond, tu sais, que c'est... Mais au final, tu finis que tu fais toujours... Tu montres aussi des images. Tu mets des images en texte, mais au final, que ce soit des images qui forment des images qui font des textes qui font des images ou des images qui font des textes. On n'en est pas loin quand j'ai de faire du Yoda en passant. Là. On fera une phrase, on la revire d'un bord et l'autre, mais principalement, je voyais très bien que ça se prêtait bien, comme ton écriture est tellement concise que je me demandais à quel point la bande dessinée t'avait influencé à ce moment-là, mais finalement... la bande dessinée m'a pas influencé à écrire de la poésie. La poésie m'a influencé durant mon bac. Okay, ouais. Je veux dire, quand on avait des projets à faire, puis fallait faire de la BD, je me suis... justement, mon projet synthèse, là, c'est vraiment... il y a quelques bouts où on voit comme des cases, des phylactères, mais c'est pas... Non, t'as pas les codes de la bande... Ben, en tout cas, les codes classiques de la bande dessinée, non, pour moi, là, ça, c'est tellement un langage que je maîtrise pas, puis je trouve ça trop contraignant, là, c'est... C'est vraiment pas mon vibe. C'est très informé comme façon aussi d'écrire la bande dessinée. Là. Puis c'est ça. Quand je te parlais du formaliste Jean-François, c'est pour ça que je me demandais si c'était là, mais ouais, je comprends tout à fait. En fait, un truc que je me demandais beaucoup, mais tu me diras, encore une fois, c'est encore moi le formaliste, je suis désolé, mais il y a beaucoup, en termes de ponctuation, il y a un poème principalement qui est ponctué, à chaque mot, il y a un point. Mais tout le long du poème. Donc, je me demandais en fait comment le lire exactement ou l'intention derrière ça. C'est-tu que chaque mot est comme un coup de massue,
ou est-ce que chaque mot, je vais trouver la pense page ouais, si je tu pense veux. Là. que c'est un segment du poème, comme le début ou. C'est ça. 46, c'est ça ici, ouais. Donc, on a en fait je n'ai qu'une seule mémoire, c'est ici, là, mais tu as comme ta, point, pot, point, ton rire, et ainsi de suite jusqu'à la fin de ce paragraphe, là, si on veut. Là. Ouais. Mais j'ai rarement vu ça, mais je trouve ça efficace, en fait. Comme ta, peau, ton rire, tes mains sur mes hanches, ton haleine de chewing, gomme. Mais il y a eu beaucoup, la ponctuation est très forte dans ton livre. Il y en a beaucoup, en fait. Tu recommences aussi la même chose ici. Ouais, exact. Ouais. Mais il y a vraiment puis il y a vraiment des marqueurs aussi, parce qu'on change de registre dans le texte, qu'on vient vraiment mettre une barre littéralement. C'est pas que j'ai jamais vu ça, mais ça fait un petit bout que je m'étais pas attardé à ça, en fait. Quand je parlais, comme il y a vraiment une division qui se fait, mais elle revient souvent. Mais c'est pas tout le temps la ligne. Des fois, c'est juste des 3 points. 3 points entre guillemets. Ouais. Il y a beaucoup d'usage de la ponctuation. Mhm. Oui, ben, je pense que c'était. Tu sais, Sarah Kane, dans 448, a fait beaucoup ça aussi. Voilà. Ouais. Ça a été vraiment une de mes grosses influences. Là. Même, tu sais, je sais que. Mais je ne veux pas révéler quel poème, mais pour les gens qui connaissent Sarah Kane, qui l'ont lu, il y a un poème dans Marelle et Discorde qui est pratiquement un calque d'un segment qu'elle a écrit dans 448. Je ne l'ai même pas remarqué, pour vrai. Ouais, non, c'est pour vrai, là, ouais, c'est vraiment une grosse influence pour moi. Puis je trouve que la ponctuation, même que encore là, tu sais, je veux dire, on a fait beaucoup de travail, là, Hashtag et moi, sur le recueil, mais dans mon manuscrit initial, il y avait encore plus De référence d'effets Ah oui. de ponctuation, là. Tu sais, j'utilisais des onomatopées aussi. On les a enlevés. Il y a quelques trucs aussi là, qu'on a retirés, mais qui reprenaient ça, là, justement. Ça. Je trouve que comme tu disais tantôt, là, c'est vraiment une façon pour moi de donner une claque d'en face entre chaque mot. Là, c'est comme un coup de poing. Là. Tao. Puis, ça file comme la purge aussi que tu fais, comme tu me donnes littéralement, parce qu'en fait, tu as pris les péchés de tout le monde, je dis péchés, là, mais tu as pris la noirceur de tout le monde, et à ce moment-là, comme tu nous la remets en pleine face. Puis je trouve que c'est comme, tout d'un coup, je vous redonne, je dirais, l'abonnez de votre pièce, à la limite, là, mais ça fonctionne bien. Parce que des fois, ça m'arrive que je respecte pas la ponctuation. Okay. Même quand on me la présente, je le lis comme, c'est ça, je le lis comme ça, tu sais. Okay, mais à ce moment-là, comme j'ai pris vraiment le temps de le faire, parce que évidemment, la poésie, il faut prendre le temps, il faut la relire, c'est pas seulement qu'une lecture. Les romans aussi, idéalement, là, mais je veux dire, mais c'est plus long quand même. Ça dépend, mais la poésie, j'ai relu longtemps, souvent le même poème en fait, mais je l'ai relu 2 fois en fait. Puis à chaque fois, la ponctuation était nécessaire, tu sais, c'était vraiment, pas... Fait que c'est bien fait. Merci. Bravo, c'est Merci. une belle écriture, puis je vous le conseille. Si vous n'avez pas lu, et on l'a constaté, non, pas tout le monde l'a lu, mais vous devriez absolument le faire. Mais je vois le temps qui avance tranquillement, mais j'aurais quand même quelques petites questions. On va avoir une période de questions si ça vous dit. C'est sûr qu'en n'ayant pas nécessairement tout le monde ayant lu, mais tout le monde ici écrit ou à peu près. Donc je pense que vous pourriez avoir des questions, c'est sûr, en lien avec l'écriture ou avec Michael, si ça vous dit. Mais sinon... Je te demandais une petite question qu'on a posée ici la dernière fois avec Florian, qui était un de nos auteurs qui était en résidence à la Fantastique Résidence avec un jumelé avec un Français. En fait, on lui demandait quels étaient les lieux qui l'inspiraient. C'était Gatineau principalement. Là. Ça ne va pas être de Gatineau nécessairement, mais comme pour toi, est-ce qu'il y a des lieux, il y a des gens qui ont comme une façon de procéder pour l'écriture, ça prend un lieu spécifique ou des lieux spécifiques. Moi, est-ce que les lieux comme toi, comme tel, t'influencent dans l'écriture ou tu fais abstraction des lieux et t'écris, c'est... Parce qu'il n'y a pas de mention de lieu comme tel. T'sais, on comprend qu'il y a la rue, on comprend que... Je ne pourrais pas dire si c'était à Montréal ou à Ottawa. Moi, je sentais plus Montréal, j'ai plus connu Montréal. Écoute, maintenant, ça fait un bout que je suis ici, là, mais j'ai connu quand même Montréal, je pensais que c'était Montréal, là, pour le sentiment plus d'anonymat. Mais as-tu comme des... Est-ce que quand tu écris, est-ce que tu
projettes dans des lieux ou ces lieux-là, littéralement, ils n'existent pas nécessairement? Ou... Non, il existe. Il existe dans ma tête. C'est vrai que c'est peut-être pas mentionné, mais oui, il y a beaucoup du vécu là-dedans qui s'est passé à Montréal. Mais je veux dire, quand j'écris, comme quand je suis en mode écriture, chez moi, je fonctionne pas super bien. Je vais souvent dans les cafés pour écrire, juste pour sortir de mon petit cocon qui est chez moi, là. Parce que je trouve que ça me freine, là, je vais être distrait, je vais comme me faire à manger, ou je vais jouer avec mon chat, ou comme, tu sais, c'est pas... dans un café, là, tu sais, je peux prendre un petit quelque chose à manger, puis vraiment m'installer, puis tu sais, je suis venu ici pour ça, tu sais, je débourse une petite somme pour manger pour ça, tu sais, fait que, principalement, là, je me déplace pour écrire dans les cafés, puis les lieux qui m'inspirent, principalement, c'est des lieux qui sont trash. Je veux dire, tout ce qui est relié à la rue, à les bordels. Comme, j'ai travaillé dans un salon de massage érotique aussi. Puis ça m'a beaucoup inspiré. Puis, je pense que les lieux sont plus comme, surtout vu qu'il y a l'aspect visuel. J'ai fait des dessins, fait qu'on les voit un peu plus. Mais oui, en général, là, très interpellé par tout ce qui est sale. Fait que t'as quand même le tumulte. T'as pas besoin d'avoir un silence pour écrire absolu. Ou t'as des écouteurs peut-être, remarque, là. Mais... Non, pour vrai, je peux fonctionner avec du bruit autour. Ou, en fait, non, comme quand j'écoute de la musique, souvent ça me distrait plus qu'autre chose. Avec parole, bien sûr. Oui, justement, je me mets de la musique sans parole. Quand je peux pas écrire si j'écoute de la musique francophone ou québécoise ou les mots que j'entends, c'est comme puis j'essaie d'écrire, c'est comme un gros. Ils finissent dans ton écriture principale. C'est ça. Il y a quelque chose qui se joint pas là. Fait que ça c'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps, là, de mettre de la musique sans parole. Là, comme souvent, je vais mettre du piano ou du lo-fi jazz. Là, j'aime bien ça. Ben merci. En fait, je passerai directement à la période de questions si vous en avez. Sinon, je vais poursuivre si jamais personne en a. Mais si ça vous dit, ça vous chante.